Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, les avocats de Farba Ngom dénoncent une instrumentalisation politique de l'affaire. Selon eux, leur client est privé de ses droits fondamentaux. Les députés sont convoqués en plénière vendredi pour l'examen des conclusions de la commission ad hoc. Le CEDEPS interpelle le chef de l'État sur la situation actuelle de la presse. Plusieurs maisons de presse traversent des difficultés. Le patronat a tenu une conférence de presse aujourd'hui. Vétustes, délabrés, des bâtiments d'un autre temps qui risquent de s'écrouler comme un château de cartes. Le phénomène existe dans toutes les grandes villes du Sénégal. Zoom sur les édifices en ruine à Saint-Louis du Sénégal. Reportage à suivre. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Demande de levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Les députés sont convoqués en plénière vendredi prochain pour l'examen des conclusions de la commission ad hoc. Aujourd'hui, face à la presse, les avocats de Farba Ngom dénoncent une instrumentalisation politique de l'affaire. Selon eux, leur client est privé de ses droits fondamentaux. Maïmouna Ndiaye. Les avocats de Farba Ngom sont formels. Il y a une atteinte aux droits fondamentaux de leurs clients, accusés de blanchiment d'argent à la suite d'un rapport de la CENTIF. Manifestement, Farba Ngom n'a pas eu accès à son dossier. Il n'a pas été mis en mesure de se défendre. Et ceci ne devrait pas s'appliquer seulement à lui, mais à l'ensemble des Sénégalais. Parce que chaque Sénégalais, chaque citoyen sénégalais, chaque personne, fût-elle étrangère qui vit parmi nous, a le droit, lorsqu'il est interpellé, lorsqu'il est poursuivi, de réclamer la stricte observation de ses droits. La défense appelle à l'équité et demande aux collègues parlementaires de Farba Ngom à faire bloc pour empêcher le vote. Il nous semble évident que l'Assemblée nationale devrait purement et simplement rejeter la demande de levée de l'immunité parlementaire formulée par le parquet, qui n'est ni sérieuse ni sincère. L'Assemblée n'a été saisie que par une simple lettre du parquet financier. Aucun fait sérieux n'a été articulé, si ce n'est des allégations, des affirmations, des déclarations non étayées. Aucune pièce pouvant fonder la conviction de l'Assemblée nationale n'a été produite à l'appui de la demande de levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Suite et pas fin d'une procédure judiciaire. En attendant, l'affaire suscite beaucoup d'attention. Justice toujours, le verdict du procès opposant le maire Serigne Mboup, le maire de Kaolack, et l'ADIC, l'association pour la défense des intérêts de Kaolack, attendu le 18 mars prochain. Explication Ousmane Dem. Le prolongement de ce procès a eu lieu face à la presse devant le tribunal de grande instance de Kaolack. Les avocats du maire Serigne Mboup, estimant que leur client a fait l'objet d'une diffamation, réclament 500 millions francs CFA en guise de dédommagement. Nous avons demandé des dommages et intérêts parce que nous estimons que la procédure elle est abusive. Combien réclamez-vous? Nous avons réclamé 500 millions de dommages et intérêts. De l'avis de l'association pour la défense des intérêts des Kaolackois, ces avocats font dans la distraction. Je crois que c'est juste ça entre en ligne droite d'une certaine communication de rachat de conscience. Mais moi, en tant que structure de veille et d'alerte, surtout de contrôle citoyen, je me dis qu'on a déjà gagné ce combat. Déjà l'attraire à la barre et pour qu'il puisse s'expliquer. Et vous avez dû constater qu'il y a eu énormément d'incohérences quant à leurs propos. Et je crois que la messe est déjà dite. Les avocats de Serigne Mboup ne donnent aucun crédit à cette association. Je ne les reconnais pas, d'autant plus que je leur ai demandé d'abord un certificat de domicile. Parce que c'est moi en fait, pour dire que je suis un citoyen de Kaolack, encore faut-il avoir un certificat de domicile délivré par un délégué de quartier, donc ce qui n'a pas été le cas. Également, je leur ai demandé un quitus fiscal, parce qu'ils disent que l'argent qui a été décaissé pour le compte de ces ASC-là, c'est de l'argent qui relève des contributions fiscales auxquelles ils ont participé.
Là n'est pas la question, répliquent les membres de cette association. Non, les preuves sont flagrantes. On avait assez d'éléments, assez de preuves pour ester en justice contre le maire. Le verdict de ce procès sera donné le 18 mars prochain. La loi d'orientation sociale souffre encore de quelques faiblesses, notamment le décret d'application qui n'est toujours pas signé. C'est le constat fait par le GRADEC en atelier d'échange avec les personnes vivant avec un handicap. Babacar Fall estime qu'il faut encore revoir ce texte. Voyons tout cela, il est interrogé par Dissa Prera. Comme vous le savez, il y a eu peut-être des avancées. Cette loi d'orientation sociale, avec la production des cartes d'égalité de chance, etc., les recrutements dans certains secteurs de l'administration, du transport, tel que Dakar Demdik, etc. On a donné les statuts donc tout à l'heure, le code électoral qui a pris en charge un certain nombre, de préoccupations relativement vraiment donc à l'inclusion donc des personnes handicapées au niveau du système électoral. Il y a eu des avancées. Maintenant, sur la question de la loi d'orientation sociale, je pense qu'il y a encore peut-être des faiblesses. Et je pense qu'il s'agira, dans le cadre donc de cette rencontre-là, de faire l'évaluation de la loi d'orientation sociale, des décrets d'application qui attendent toujours. Et cela nous permettra encore de faire un bond en avant par rapport, à la mise en œuvre de la loi d'orientation sociale, qui permettra aux personnes handicapées vraiment d'être prises en charge correctement dans les politiques publiques. Parce que la question du handicap est aujourd'hui considérée comme une question vraiment de droits humains. Difficulté des maisons de presse, le CEDEPS interpelle le président de la République. Mamoudou Ibra Kane estime que toutes les maisons traversent des moments difficiles. Le patronat a organisé une conférence de presse aujourd'hui. Voici Mamoudou Ibra Kane. Les médias sont et resteront toujours un vecteur de développement. La presse n'est ni un adversaire, encore moins un ennemi. Au contraire, la presse peut être un formidable outil de vulgarisation des politiques publiques des dirigeants légitimement choisis par les Sénégalais. C'est justement le rôle que la presse privée veut continuer de jouer. À cet égard, l'EPS réitère sa disponibilité entière pour participer activement au dialogue rénové avec la presse, que son Excellence, le Président de la République, a annoncé dans son appel du 14 août 2024 en Conseil des ministres. Nous appelons également tous les citoyens sénégalais, la représentation nationale, les confréries musulmanes et l'Église, la société civile, les partis politiques, les acteurs des médias, toute l'élite économique et intellectuelle, les partenaires du Sénégal pour contribuer à asseoir un environnement favorable au renforcement de la liberté de la presse et de l'état de droit. La Fédération des syndicats de la santé a prévu une marche nationale le 28 janvier prochain. Les professionnels de la santé expriment leur mécontentement face au non-respect du protocole d'accord établi en 2022. Voici Souleymane Joumané avec Abdoulaye Anne. L'arrivée du ministre de la Santé, nous avions constaté qu'il n'y a eu aucune avancée de ce point de vue. Il n'y a même pas de discussion ou d'évaluation. Et nous avions eu à rencontrer le ministre pour essayer de discuter avec lui. Malheureusement, on n'a eu aucune réponse de sa part, sinon que de nous renvoyer à une rencontre avec le Premier ministre. Et depuis lors, il ne fait aucun effort à essayer de faire avancer le dossier du protocole d'accord. C'est les questions qui sont relatives au paiement de l'indemnité de logement à tous les travailleurs du secteur de la santé. La question du recrutement des agents contractuels à la fonction publique. La question du reclassement des agents qui avaient été formés dans le cadre du précis et de précates et qui attendent en même temps leur diplôme. Comme également la question du recrutement des agents communautaires, la question budgétaire que nous voudrons connaître. Mais sur toutes ces questions, nous n'avions à ce jour aucune réponse de la part du ministre de la Santé. Considérons que ce n'est pas la bonne posture qu'il devait adopter par rapport aux organisations syndicales. C'est ce qui fait qu'à partir du moment où on n'a pas d'interlocuteur, nous sommes obligés de nous mobiliser, d'essayer de voir par quelle manière, au vu de la loi
à nous faire entendre et à faire avancer nos préoccupations. On a observé une grève de 48 heures le 2 et le 3 janvier. Nous avions lancé le mot d'ordre de rétention des informations sanitaires. Nous allons vers une marche le 28 de ce mois-ci, une marche nationale. On évaluera pour encore définir le nouveau plan d'action. Monsieur le Président, je vous demande solennellement de nous recevoir, à défaut de dire au Premier ministre Sonko de nous recevoir pour qu'on discute avec lui les problèmes du secteur de la santé. Si vous ne réagissez pas tôt, ça va être trop tard parce que les choses sont en train de s'empirer de jour en jour. Le ministre de l'Intérieur a présidé hier la réunion préparatoire de la 145e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye, prévu, vous le savez, les 30 et 31 janvier prochains. Une rencontre avec le comité d'organisation pour un bon déroulement de l'événement religieux. Cher Diop. À une semaine de la 145e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye al-Mahdi, le ministre de l'Intérieur et le comité d'organisation font le point à travers ce CRD. Objectif, prendre des mesures pour un bon déroulement de l'événement. Les intérêts étaient venus pour confirmer ou infirmer certains engagements des différents services étatiques. Et à ce niveau, nous avons remarqué que la plupart des engagements qui ont été formulés relativement à l'organisation stricto sensu de l'appel ont été globalement respectés. Il restait juste à harmoniser sur certains aspects, notamment sur les questions sécuritaires, les questions d'assainissement et consorts. Les valeurs islamiques et développement durable à la lumière des enseignements de Seydina Limamoulaye al-Mahdi, le thème choisi cette année, un thème qui n'est pas fortuit. Les scientifiques, les religieux ne manqueront pas de les aborder au cours des différentes émissions télévisuelles, radiophoniques et également sur les réseaux sociaux. Cette rencontre a réuni des autorités administratives et religieuses. Les priorités identifiées, l'amélioration des infrastructures routières pour faciliter l'accès au site de l'événement et le renforcement des réseaux électriques et téléphoniques, entre autres. C'est aussi pour répondre efficacement aux besoins des milliers de fidèles. Merci, cher. L'autre grand titre de cette édition, vétuste, délabré, des bâtiments d'un autre temps qui risquent de s'écrouler comme un château de cartes. Le phénomène existe, vous le savez, dans plusieurs grandes villes du Sénégal. Zoom sur ces édifices qui menacent de ruine à Saint-Louis du Sénégal. C'est un reportage de Ousseynou Diop et Habib Seck. À Saint-Louis, beaucoup de bâtiments menacent de s'effondrer. Le cas le plus récent est la partie est de la gouvernance de Saint-Louis qui abrite beaucoup de services. Pour Cheikh Tidiane Diong, ces bâtiments datent de l'époque coloniale et peuvent à tout moment s'effondrer. Saint-Louis est une ville qui est âgée de plus de 350 ans maintenant. Elle date de l'époque coloniale. L'exemple de la gouvernance est le plus patent. Aujourd'hui, tout le monde s'alarme. Ça fait longtemps d'ailleurs que les gens en parlent. Pour qu'on réhabilite ce bâtiment-là, qui est un bâtiment historique d'abord, mais c'est un bâtiment stratégique. Un autre édifice qui croule sous le poids de l'âge est le collège d'enseignement moyen Amadou Digay Clédor Ndiaye. Le bâtiment menace de s'effondrer, selon Babacar Niang, l'un des responsables du collège. Qui a causé beaucoup de désagréments, parce que d'abord le bâtiment il est vieillot, effectivement depuis peut-être plus de 50 ans, 60 ans, et finalement ça a menacé ruine et la sécurité des élèves était là, bien visible. C'est pourquoi les autorités avaient décidé vraiment qu'on puisse quitter ce CEM pour aller au niveau du Limalé au nord. Les Saint-Louisiens demandent aux nouvelles autorités de prendre des mesures urgentes pour réhabiliter ces édifices historiques. Nous lançons encore un appel aux autorités pour leur demander vraiment de s'atteler à réhabiliter le CEM Dougaï Clédor ex-Neuville pour que les professeurs, les élèves puissent revenir. Un très bon plaidoyer pour inviter les autorités gouvernementales d'abord à réhabiliter la gouvernance, mais aussi tous les autres édifices. Il y a le tribunal qui est au nord par exemple. Il y a beaucoup d'autres bâtiments qui appartiennent à l'État, mais qui sont à l'état vétuste. Saint-Louis est une ville historique classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, ces bâtiments en état de délabrement très avancé menacent de tomber à tout moment. Merci Ousseynou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite dans un instant avec Papa Abdoulaye Der. Bonne suite des programmes sur TFM.